Bonsoir à tous et bienvenue sur D8 d'un voyage au bout de la nuit. Est-ce que vous iriez bien refaire un tour du côté de chez Swann? Cette blague est vraiment nulle, j'ai honte de moi et pourtant je l'ai faite quand même. Tout ça pour vous dire que je vais lire du côté de chez Swann, enfin poursuivre la lecture donc de Marcel Proust. Et nous en étions à Un amour de Swann qu'avait commencé Alizée. Vous pouvez réagir à ma blague nulle ou à d'autres choses peut-être plutôt avec le hashtag VBN sur Facebook et sur Twitter comme d'habitude. Je suis heureuse de vous retrouver comme d'habitude. Et voilà, je reprends, je commence. Alors, Alizée. Elle s'était arrêtée là, je reprends un peu. D'ailleurs, on commençait à éteindre partout, sous les arbres des boulevards, dans une obscurité mystérieuse, les passants plus rares erraient, à peine reconnaissables. Parfois, l'ombre d'une femme qui s'approchait de lui murmurant un mot à l'oreille, lui demandant de la ramener, fit tressaillir Swann. Il frôlait anxieusement tous ces corps obscurs, comme si parmi les fantômes des morts dans le royaume sombre, il eût cherché Eurydice. De tous les modes de production de l'amour, de tous les agents de dissémination du mal sacré, il est bien l'un des plus efficaces. Ce grand souffle d'agitation qui parfois passe sur nous. Alors l'être avec qui nous nous plaisons à ce moment-là, le sort en est jeté, c'est lui que nous aimerons. Il n'est même pas besoin qu'il nous plût jusque-là plus ou même autant que d'autres. Ce qu'il fallait, c'est que notre goût pour lui devint exclusif. Et cette condition-là est réalisée quand, à ce moment où il nous fait défaut, à la recherche des plaisirs que son agrément nous donnait, s'est brusquement substitué en nous un besoin anxieux qui a pour l'objet cet être même, un besoin absurde, que les lois de ce monde rendent impossible à satisfaire et difficile à guérir. Le besoin insensé et douloureux de le posséder. Swann se fit conduire dans les derniers restaurants. C'est la seule hypothèse du bonheur qu'il avait envisagée avec calme. Il ne cachait plus maintenant son agitation, le prix qu'il attachait à cette rencontre, et il promit, en cas de succès, une récompense à son cocher, comme si, en lui inspirant le désir de réussir qui viendrait s'ajouter à celui qu'il en avait lui-même, il pouvait faire qu'Odette, au cas où elle fût déjà rentrée se coucher, se trouva pourtant dans un restaurant du boulevard. Il poussa jusqu'à la Maison Dorée, entra 2 fois chez Tortoni et sans l'avoir vu davantage, venait de ressortir du café anglais, marchant à grands pas, l'air hagard pour rejoindre sa voiture qui l'attendait au coin du boulevard des Italiens, quand il heurta une personne qui venait en sens contraire. C'était Odette. Elle lui expliqua plus tard que, n'ayant pas trouvé de place chez Prévost, elle était allée souper à la Maison Dorée dans un enfoncement où il ne l'avait pas découverte. Et elle regagnait sa voiture. Elle s'attendait si peu à le voir qu'elle eut un mouvement d'effroi. Quant à lui, il avait couru Paris non parce qu'il croyait possible de la rejoindre, mais parce qu'il lui était trop cruel d'y renoncer. Mais pour cette joie que sa raison n'avait cessé d'estimer pour ce soir irréalisable, ne lui en paraissait maintenant que plus réelle, car il n'y avait pas collaboré par la prévision des vraisemblances, elle lui restait extérieure. Il n'avait pas besoin de tirer de son esprit pour la lui fournir, c'est d'elle-même qu'émanait. C'est elle-même qui projetait vers lui cette vérité qui rayonnait au point de dissiper comme un songe l'isolement qu'il avait redouté, et sur laquelle il appuyait, il reposait, sans penser, sa rêverie heureuse. Ainsi, un voyageur arrivé par un beau temps, au bord de la Méditerranée, incertain de l'existence des pays qu'il vient de quitter, laisse éblouir sa vue plutôt qu'il ne leur jette des regards par les rayons qu'émet vers lui l'azur lumineux et résistant des eaux. Il monta avec elle dans la voiture qu'elle avait et dit à la sienne de suivre. Elle tenait à la main un bouquet de
Cattleyas, et Swann vit sous sa fanchon de dentelle qu'elle avait dans les cheveux des fleurs de cette même orchidée attachées à une aigrette en plume de cygne. Elle était habillée sous sa mantille d'un flot de velours noir qui, par un rattrapé oblique, découvrait en un large triangle le bas d'une jupe de faille blanche et laissait voir un empiècement également de faille blanche à l'ouverture du corsage décolleté où étaient enfoncées d'autres fleurs de Cattleyas. Elle était à peine remise de la frayeur que Swann lui avait causée quand un obstacle fit faire un écart au cheval. Ils furent vivement déplacés. Elle avait jeté un cri et restait toute palpitante, sans respiration. « Ce n'est rien, lui dit-il, n'ayez pas peur. » Et il la tenait par l'épaule, l'appuyant contre lui pour la maintenir, puis il lui dit « Surtout ne me parlez pas, ne me répondez que par signes, pour ne pas vous essouffler encore davantage. Cela ne vous gêne pas que je remette droites les fleurs de votre corsage qui ont été déplacées par le choc. J'ai peur que vous ne les perdiez, je voudrais les enfoncer un peu. » Elle, qui n'avait pas été habituée à voir les hommes faire tant de façons avec elle, dit en souriant « Non, pas du tout, ça ne me gêne pas. » Mais lui, intimidé par sa réponse, peut-être aussi pour avoir l'air d'avoir été sincère quand il avait pris ce prétexte, ou même commençant déjà à croire qu'il l'avait été, s'écria « Oh non, surtout ne parlez pas, vous allez encore vous essouffler. Vous pouvez bien me répondre par geste, je vous comprendrai bien. Sincèrement, je ne vous gêne pas. Voyez, il y a un peu... Je pense que c'est du pollen qui s'est répandu sur vous. Vous permettez que je l'essuie avec ma main. Je ne vais pas trop fort, je ne suis pas trop brutale. Je vous chatouille peut-être un peu, mais c'est que je ne voudrais pas toucher le velours de la robe pour ne pas le friper. Mais voyez-vous, il était vraiment nécessaire de les fixer. Ils seraient tombés. Et comme cela, en les enfonçant un peu moi-même, sérieusement, je ne suis pas désagréable. Et en les respirant pour voir s'ils n'ont vraiment pas d'odeur non plus, je n'en ai jamais senti. Je peux? Dites la vérité. Souriant, elle haussa légèrement les épaules, comme pour dire « Vous êtes fou, vous voyez bien que ça me plaît. » Il élevait son autre main le long de la joue d'Odette. Elle le regarda fixement, de l'air languissant et grave qu'ont les femmes du maître florentin avec lesquelles il lui avait trouvé de la ressemblance. Amené au bord des paupières, ses yeux brillants, larges et minces comme les leurs, semblaient prêtes à se détacher ainsi que de larmes. Elle fléchissait le cou comme on leur voit faire à toutes dans les scènes païennes comme dans les tableaux religieux. Qu'elle savait convenable à ces moments-là, et en une attitude qui sans doute lui était inhabituelle, qu'elle savait convenable à ces moments-là et qu'elle faisait attention à ne pas oublier de prendre, elle semblait avoir besoin de toute sa force pour retenir son visage, comme si une force invisible l'eût attirée vers Swann. Et ce fut Swann qui, avant qu'elle le laissât tomber, comme malgré elle, sur ses lèvres, le retint un instant à quelque distance entre ses deux mains. Il avait voulu laisser à sa pensée le temps d'accourir, de reconnaître le rêve qu'elle avait si longtemps caressé et d'assister à sa réalisation comme une parente qu'on appelle pour prendre sa part du succès d'un enfant qu'elle a beaucoup aimé. Peut-être aussi Swann attachait-il sur ce visage d'Odette non encore possédée, ni même encore embrassée par lui qu'il voyait pour la dernière fois ce regard avec lequel, un jour de départ, on voudrait emporter un paysage qu'on va quitter pour toujours. Mais il était si timide avec elle, qu'ayant fini par la posséder ce soir-là, en commençant par arranger ses Cattleyas, soit crainte de la froisser, soit peur de paraître rétrospectivement avoir menti, soit manque d'audace pour formuler une exigence plus grande que celle-là, qu'il pouvait renouveler puisqu'elle n'avait pas fâché Odette la première fois, les jours suivants, il usa du même prétexte. Si elle avait des Cattleyas à son corsage, il disait « C'est malheureux ce soir, les Cattleyas n'ont pas besoin d'être arrangés,
Ils n'ont pas été déplacés comme l'autre soir. Il me semble pourtant que celui-ci n'est pas très droit. Je peux voir s'ils ne sentent pas plus que les autres. Ou bien si elles n'en avaient pas. Oh, pas de cattleyas ce soir. Pas moyen de me livrer à mes petits arrangements. De sorte que, pendant quelque temps, ne fut pas changé l'ordre qu'il avait suivi le premier soir, en débutant par des attouchements de doigts et de lèvres sur la gorge d'Odette, et que ce fut par eux encore que commençaient chaque fois ses caresses. Et bien plus tard, quand l'arrangement, ou le simulacre rituel d'arrangement, des cattleyas fut depuis longtemps tombé en désuétude, la métaphore « faire cattleya » devenu un simple vocable qu'ils employaient sans y penser quand ils voulaient signifier l'acte de la possession physique, où d'ailleurs l'on ne possède rien, survécut dans leur langage où elles le commémoraient à cet usage oublié. Et peut-être cette manière particulière de dire « faire l'amour » ne signifiait-elle pas exactement la même chose que ses synonymes ? On a beau être blasé sur les femmes, considérer la possession des plus différentes comme toujours la même et connue d'avance, elle devient au contraire un plaisir nouveau s'il s'agit de femmes assez difficiles ou crues telles par nous. Pour que nous soyons obligés de la faire naître de quelque épisode imprévu de nos relations avec elle, comme avait été la première fois pour Swann l'arrangement des cattleyas, il espérait en tremblant ce soir-là. Mais Odette, se disait-il, si elle était la dupe de sa ruse, ne pouvait le deviner. Que c'était la possession de cette femme qui allait sortir dans leurs larges pétales mauves et le plaisir qu'il éprouvait déjà, et qu'Odette ne tolérait peut-être, pensait-il, que parce qu'elle ne l'avait pas reconnu, lui semblait à cause de cela, comme il put paraître au premier homme qui le goûta parmi les fleurs du paradis terrestre, un plaisir qui n'avait pas existé jusque-là, qu'il cherchait à créer, un plaisir, ainsi que le nom spécial qu'il lui donna en garda la trace entièrement particulier et nouveau. Maintenant, tous les soirs, quand il l'avait ramenée chez elle, il fallait qu'il entrât, et souvent, elle ressortait en robe de chambre et le conduisait jusqu'à sa voiture. L'embrassait aux yeux du cocher, disant « Qu'est-ce que cela peut me faire? Que me font les autres ?» Les soirs où il n'allait pas chez les Verdurin, ce qui arrivait parfois depuis qu'il pouvait la voir autrement, les soirs de plus en plus rares où il allait dans le monde, elle lui demandait de venir chez elle avant de rentrer, quelque heure qu'il fût. C'était le printemps, un printemps pur et glacé. En sortant de soirée, il montait dans sa Victoria, étendait une couverture sur ses jambes, répondait aux amis qui s'en allaient, en même temps que lui, et lui demandait de revenir avec eux, qu'il ne pouvait pas, qu'il n'allait pas du même côté, et le cocher partait au grand trot, sachant où on allait. Eux s'étonnaient, et de fait, Swann n'était plus le même. On ne recevait plus jamais de lettres de lui, où il demanda à connaître une femme. Il ne faisait plus attention à aucune. S'abstenait d'aller dans les endroits où on en rencontre. Dans un restaurant à la campagne, il avait l'attitude inverse de celle à quoi, hier encore, on l'eût reconnu et qui avait semblé devoir toujours être la sienne. Tant une passion est en nous comme un caractère momentané et différent qui se substitue à l'autre et abolit les signes jusque-là invariables par lesquels il s'exprimait. En revanche, ce qui était invariable maintenant, c'était que, où que Swann se trouvât, il ne manqua pas d'aller rejoindre Odette. Le trajet qui le séparait d'elle était celui qu'il parcourait inévitablement, et comme la pente même, irrésistible et rapide de sa vie, à vrai dire souvent resté tard dans le monde, il aurait mieux aimé rentrer directement chez lui sans faire cette longue course et ne la voir que le lendemain. Mais le fait même de se déranger à une heure anormale pour aller chez elle, de deviner que les amis qui le quittaient se disaient « Il est très tenu, il y a certainement une femme qui le force à aller chez elle à n'importe quelle heure »,
lui faisait sentir qu'il menait la vie des hommes, qui ont une affaire amoureuse dans leur existence, et en qui le sacrifice qu'ils font de leur repos et de leur intérêt à une rêverie voluptueuse fait naître un charme intérieur. Puis, sans qu'il s'en rendît compte, cette certitude qu'elle attendait, qu'elle n'était pas ailleurs avec d'autres, qu'il ne reviendrait pas sans l'avoir vue, neutralisait cette angoisse, oubliée mais toujours prête à renaître, qu'il avait éprouvée le soir où Odette n'était plus chez les Verdurins et dont l'apaisement actuel était si doux que cela pouvait s'appeler du bonheur. Peut-être était-ce à cette angoisse qu'il était redevable de l'importance qu'Odette avait prise pour lui. Les êtres nous sont d'habitude si indifférents que, quand nous avons mis dans l'un d'eux de telles possibilités de souffrance et de joie pour nous, il nous semble appartenir à un autre univers. Il s'entoure de poésie, il fait de notre vie comme une étendue émouvante où il sera plus ou moins rapproché de nous. Swann ne pouvait se demander sans trouble ce qu'Odette deviendrait pour lui dans les années qui allaient venir. Parfois, en voyant de sa Victoria, dans ces belles nuits froides, la lune brillante qui répandait sa clarté entre ses yeux et les rues désertes, il pensait à cette autre figure claire et légèrement rosée, comme celle de la lune, qui un jour avait surgi devant sa pensée et depuis projetait sur le monde la lumière mystérieuse dans laquelle il le voyait. S'il arrivait après l'heure où Odette envoyait ses domestiques se coucher, avant de sonner à la porte du petit jardin, il allait d'abord dans la rue où donnait au rez-de-chaussée, entre les fenêtres toutes pareilles mais obscures, des hôtels contigus, la fenêtre, seule éclairée de sa chambre. Il frappait au carreau et elle, avertie, répondait et allait l'attendre de l'autre côté, à la porte d'entrée. Il trouvait ouvert sur son piano quelques-uns des morceaux qu'elle préférait, la valse des roses ou Pauvre fou de Tagliafico, qu'on devait, selon sa volonté écrite, faire exécuter à son enterrement. Il lui demandait de jouer à la place de la petite phrase de la sonate de Vinteuil, bien qu'Odette jouât fort mal, mais la vision la plus belle qu'il nous reste d'une œuvre est souvent celle qui s'éleva au-dessus des sons faux tirés par des doigts malhabiles d'un piano désaccordé. La petite phrase continuait à s'associer pour Swann à l'amour qu'il avait pour Odette. Il sentait bien que cet amour, c'était quelque chose qui ne correspondait à rien d'extérieur, de constatable par d'autres que lui. Il se rendait compte que les qualités d'Odette ne justifiaient pas qu'il attachât tant de prix au moment passé auprès d'elle. Et souvent, quand c'était l'intelligence positive qui régnait seule en Swann, il voulait cesser de sacrifier tant d'intérêts intellectuels et sociaux à ce plaisir imaginaire. Mais la petite phrase, dès qu'il l'entendait, savait rendre libre en lui l'espace qui pour elle était nécessaire. Les proportions de l'âme de Swann s'en trouvaient changées. Une marge y était réservée à une jouissance qui, elle non plus, ne correspondait à aucun objet extérieur et qui pourtant, au lieu d'être purement individuelle comme celle de l'amour, s'imposait à Swann comme une réalité supérieure aux choses concrètes. Cette soif d'un charme inconnu, la petite phrase l'éveillait en lui, mais ne lui apportait rien de précis pour l'assouvir. De sorte que ces parties de l'âme de Swann, où la petite phrase avait effacé le souci des intérêts matériels, les considérations humaines et valables pour tous, elle les avait laissées vacantes et en blanc, et il était libre d'y inscrire le nom d'Odette. Puis, à ce que l'affection d'Odette pouvait avoir d'un peu court et décevant, la petite phrase venait ajouter, amalgamer son essence mystérieuse. À voir le visage de Swann pendant qu'il écoutait la phrase, on aurait dit qu'il était en train d'absorber un anesthésique qui donnait plus d'amplitude à sa respiration. Et le plaisir que lui donnait la musique
et qui allait bientôt créer chez lui un véritable besoin, ressemblait en effet à ces moments-là au plaisir qu'il aurait eu à expérimenter des parfums, à entrer en contact avec un monde pour lequel nous ne sommes pas faits, qui nous semble sans forme parce que nos yeux ne le perçoivent pas, sans signification parce qu'il échappe à notre intelligence, que nous n'atteignons que par un seul sens. Grand repos, mystérieuse rénovation pour Swann. Pour lui dont les yeux, quoique délicats amateurs de peinture, dont l'esprit, quoique fin observateur de mœurs, portait à jamais la trace indélébile de la sécheresse de sa vie. De se sentir transformé en une créature étrangère à l'humanité, aveugle, dépourvue de facultés logiques, presque une fantastique licorne, une créature chimérique ne percevant le monde que par l'ouïe, et comme dans la petite phrase, il cherchait cependant un sens où son intelligence ne pouvait descendre. Quelle étrange ivresse! Il avait à dépouiller son âme la plus intérieure de tous les secours du raisonnement et à la faire passer seule dans le couloir, dans le filtre obscur du son. Il commençait à se rendre compte de tout ce qu'il y avait de douloureux, peut-être même de secrètement inapaisé au fond de la douceur de cette phrase, mais il ne pouvait pas en souffrir. Qu'importait qu'elle lui dît que l'amour est fragile, le sien était si fort. Il jouait avec la tristesse qu'elle répandait, il la sentait passer sur lui, mais comme une caresse qui rendait plus profond et plus doux le sentiment qu'il avait de son bonheur. Il la faisait rejouer 10 fois, 20 fois Odette, exigeant qu'en même temps elle ne cessât pas de l'embrasser. Chaque baiser appelle un autre baiser. Ah, dans ces premiers temps où l'on aime, les baisers naissent si naturellement. Ils foisonnent si pressés les uns contre les autres, et l'on aurait autant de peine à compter les baisers qu'on s'est donné pendant 1 heure que les fleurs d'un champ au mois de mai. Alors elle faisait mine de s'arrêter, disant « Comment veux-tu que je joue comme cela si tu me tiens ? Je ne peux pas tout faire à la fois, sache au moins ce que tu veux. Est-ce que je dois jouer la phrase ou faire des petites caresses ?» Il se fâchait et elle éclatait d'un rire qui se changeait et retombait sur lui en une pluie de baisers. Ou bien elle le regardait d'un air maussade. Il revoyait un visage digne de figurer dans la vie de Moïse de Botticelli. Il l'y situait, il donnait au cou d'Odette l'inclinaison nécessaire, et quand il l'avait bien peinte à la détrempe, au XVe siècle sur la muraille de la Sixtine, l'idée qu'elle était cependant restée là, près du piano, dans le moment actuel, prête à être embrassée et possédée, l'idée de sa matérialité et de sa vie venait l'enivrer avec une telle force que l'œil égaré, les mâchoires tendues comme pour dévorer, il se précipitait sur cette Vierge de Botticelli et se mettait à lui pincer les joues. Puis, une fois qu'il l'avait quittée, non sans être rentré pour l'embrasser encore, parce qu'il avait oublié d'emporter dans son souvenir quelques particularités de son odeur ou de ses traits, tandis qu'il revenait dans sa Victoria, il bénissait Odette de lui permettre ses visites quotidiennes, dont il sentait qu'elle ne devait pas lui causer à elle une bien grande joie, mais qui, en le préservant de devenir jaloux, en lui ôtant l'occasion de souffrir de nouveau du mal qui s'était déclaré en lui le soir où il ne l'avait pas trouvé chez les Verdurins, l'aiderait à arriver sans avoir plus d'autres de ces crises dont la première avait été si douloureuse et resterait la seule au bout de ces heures singulières de sa vie, heures presque enchantées, à la façon de celle où il traversait Paris au clair de lune. Et remarquant pendant son retour que l'astre était maintenant déplacé par rapport à lui et presque au bout de l'horizon, sentant que son amour obéissait lui aussi à des lois immuables et naturelles, il se demandait si cette période où il était entré durerait encore longtemps, si bientôt sa pensée ne verrait plus le cher visage qu'occupant une position lointaine et diminuée et près de cesser de répandre du charme. Car Swann en trouvait aux choses, depuis qu'il était amoureux, comme au temps où adolescent il se croyait artiste,
Mais ce n'était plus le même charme. Celui-ci, c'est Odette seule qui le leur conférait. Il sentait renaître en lui les inspirations de sa jeunesse qu'une vie frivole avait dissipées, mais elles portaient toutes le reflet, la marque d'un être particulier. Et dans les longues heures qu'il prenait maintenant, un plaisir délicat à passer chez lui seul avec son âme en convalescence, il redevenait peu à peu lui-même, mais à une autre. Il n'allait chez elle que le soir, et il ne savait rien de l'emploi de son temps pendant le jour, pas plus que de son passé, au point qu'il lui manquait même ce petit renseignement initial qui, en nous permettant de nous imaginer ce que nous ne savons pas, nous donne envie de le connaître. Aussi ne se demandait-il pas ce qu'elle pouvait faire, ni quelle avait été sa vie. Il souriait seulement, quelquefois, en pensant qu'il y avait quelques années, quand il ne la connaissait pas, on lui avait parlé d'une femme qui, s'il se rappelle bien, devait certainement être elle, comme d'une fille, d'une femme entretenue, une de ces femmes auxquelles il attribuait encore, comme il avait peu vécu dans leur société, le caractère entier, foncièrement pervers, dont les dota longtemps l'imagination de certains romanciers. Il se disait qu'il n'y a souvent qu'à prendre le contre-pied des réputations que fait le monde pour juger exactement une personne, quand à un tel caractère il opposait celui d'Odette, bonne, naïve, éprise d'idéal, presque si incapable de ne pas dire la vérité, que l'ayant un jour priée, pour pouvoir dîner seule avec elle, d'écrire au Verdurin qu'elle était souffrante, le lendemain, il l'avait vue devant Madame Verdurin, qui lui demandait si elle allait mieux, rougir, balbutier, et refléter malgré elle, sur son visage, le chagrin, le supplice que cela lui était de mentir, et tandis qu'elle multipliait dans sa réponse les détails inventés sur sa prétendue indisposition de la veille, avoir l'air de faire demander pardon par ses regards suppliants et sa voix désolée de la fausseté de ses paroles. Certains jours, pourtant, mais rares, elle venait chez lui dans l'après-midi interrompre sa rêverie ou cette étude sur Vermeer à laquelle il s'était remis dernièrement. On venait lui dire que Madame de Crécy était dans son petit salon. Il allait l'y retrouver, et quand il ouvrait la porte, au visage rosé d'Odette, dès qu'elle avait aperçu Swann, venait, changeant la forme de sa bouche, le regard de ses yeux, le modelé de ses joues, se mélanger un sourire. Une fois seul, il revoyait ce sourire, celui qu'elle avait eu la veille, un autre dont elle l'avait accueilli telle ou telle fois, celui qui avait été sa réponse en voiture quand il lui avait demandé s'il lui était désagréable en redressant les cattleyas, et la vie d'Odette. Pendant le reste du temps, comme il n'en connaissait rien, lui apparaissait avec son fond neutre et sans couleur semblable à ces feuilles d'études de Watteau, où on voit çà et là, à toutes les places, dans tous les sens, dessiner aux 3 crayons sur le papier chamois d'innombrables sourires. Mais parfois, dans un coin de cette vie que Swann voyait tout vide, si même son esprit lui disait qu'elle ne l'était pas, parce qu'il ne pouvait pas l'imaginer, quelque ami qui, se doutant qu'il s'aimait, ne se fût pas risqué à lui rendre dire d'elle que d'insignifiant, lui décrivait la silhouette d'Odette qu'il avait aperçue, le matin même, montant à pied la rue Abatucci dans une visite garnie de skunks, sous un chapeau à la Rembrandt et un bouquet de violettes à son corsage. Ce simple croquis bouleversait Swann parce qu'il lui faisait tout d'un coup apercevoir qu'Odette avait une vie qui n'était pas tout entière à lui. Il voulait savoir à qui elle avait cherché à plaire par cette toilette qu'il ne lui connaissait pas. Il se promettait de lui demander où elle allait à ce moment-là, comme si dans toute la vie incolore, presque inexistante, parce qu'elle lui était invisible, de sa maîtresse, il n'y avait qu'une seule chose en dehors de tous ses sourires adressés à lui, sa démarche sous un chapeau à la Rembrandt, avec un bouquet de violettes au corsage.
Voilà, c'est donc Un amour de Swann de Proust que je vous lis ce soir. J'espère que ça vous plaît. Je vous retrouve tout de suite pour la suite d'Un amour de Swann.